Merci. Bonsoir à tous. J'ai la chance de clore cette journée pro avec cette keynote pour vous parler de Prisma Media et donc un petit peu de mon histoire d'amour avec ce groupe qui a donné lieu à ces premiers petits, à savoir des projets en réalité virtuelle. Vous connaissez peut-être Prisma Media, pour ceux qui ne le connaissent pas, le connaissent peut-être en revanche à travers ses marques. Donc des magazines en particulier comme Gala, Management, Capital, Géo, mais aussi Télé Loisirs, VSD et bien d'autres. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo pour vous présenter un petit peu les ambitions de notre groupe. La presse féminine, dans la presse télé, dans la presse santé, dans la presse économique, dans la presse people. Gantz, la science, Gantz, le séducteur, c'est très bien ce que vous, lecteurs ou lectrices, souhaitez lire. Le monde est une longue et grande histoire qui se raconte avec des instants forts. Des moments qui nous parlent à tous. Des bonheurs. Des émotions que l'on partage et qui nous font vibrer. La mission d'un groupe comme le nôtre, c'est de savoir faire rayonner ces instants-là. Depuis bientôt 40 ans, nous vivons au rythme des Français. Écoutons leur passion. Nous avons toujours écrit notre histoire au regard de celle du monde. Et le succès de nos médias tient à notre capacité à comprendre l'époque, à saisir l'air du temps. C'est ainsi que nous vivons au rythme des Français et restons à l'écoute de leur passion. Mais nous aimons aussi regarder vers l'avant, offrir de nouvelles expériences. Transformer nos médias pour parler au plus grand nombre à travers de nouveaux concepts innovants. Oui, c'est notre façon d'avancer. Aujourd'hui, Prisma Media n'a jamais été aussi puissant. Grâce au digital, à la vidéo et toujours avec le print, nous touchons près de 40 millions de Français tous les mois. L'avenir, la meilleure façon de le prévoir, c'est de le créer. Devancez vos attentes, voilà notre mission. Dans un monde où tout se transforme, la passion sera toujours notre moteur. Nous continuerons de vous surprendre, de vous divertir, de vous émouvoir. Mais toujours avec un média d'avance. Voilà, un média d'avance, c'est le credo de Prisma Media et c'est aussi ce qui justifie évidemment notre investissement dans la réalité virtuelle, qui est clairement un développement technologique qui nous tient à cœur. Un développement appuyé aussi par des chiffres. Là, on a quelques chiffres présentés par l'étude de Kantar qui sont très intéressants pour nous parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que le public commençait à adhérer à cette nouvelle technologie et que, par exemple, sur le panel testé, 90% des personnes qui ont essayé des expériences en réalité virtuelle ont été convaincus. Donc 90%, c'est quand même beaucoup. On se rend compte aussi qu'il y a une appétence forte pour la vidéo. Et donc, toujours dans cette enquête, on découvre que y a des sujets de prédilection. Et ces sujets sont, par exemple, le fait de visualiser un lieu de vacances, de simuler un voyage dans l'espace, d'essayer un nouveau véhicule, mais également d'assister à un défilé de mode. Alors tout ça, ça nous a beaucoup conforté parce que ce sont évidemment des expériences qui sont totalement en raccord avec nos marques et qu'on va pouvoir proposer à notre public. D'ailleurs, en parlant de défilé de mode, notre magazine Gala va sortir à la rentrée, à l'occasion de la Fashion Week, une expérience en réalité virtuelle. Ce qu'on constate aussi dans cette enquête et qui nous a beaucoup intéressés, c'est donc les projections pour 2022.
qui donc évidemment nous disent que la VR va être très suivie par les amateurs de jeux vidéo, mais également dans le contexte des films et de la vidéo. Donc ça, pour nous, c'est très important parce que la vidéo, c'est quelque chose qui prend énormément de place chez Prisma Media. Donc, on a développé 5 studios vidéo cette année. On commence à devenir des producteurs nous-mêmes. Et donc, on se positionne également aujourd'hui dans le panorama comme le premier producteur de contenu vidéo digitaux. Et on est leader en termes d'audience sur ces contenus-là. Donc c'est très important pour nous de trouver aussi, via la réalité virtuelle, voilà, un levier supplémentaire. Sur le digital, justement, il y a clairement une puissance que nous avons envie d'entretenir et aussi de booster, qui se reflète dans les chiffres que vous voyez là. Donc, on s'adresse à 2 millions de Français par jour qui transitent par nos sites, avec 2,5 milliards d'impressions par mois, 20 millions de vues par mois. Donc voilà, ce sont des chiffres qui sont devenus centraux pour nous parce que le digital, c'est une activité qui booste notre activité print. Et là-dessus, on mise énormément. Et la VR aussi, vous allez voir ensuite avec ce dont on va parler, ça rentre dans cette stratégie-là. Donc, avant de passer au cœur de notre sujet, donc je vous remercie de votre attention. Je sais que c'est la dernière keynote de la journée, mais voilà, je vous promets qu'on ira trinquer ensemble tout à l'heure. Donc, la première question que je voulais aujourd'hui poser devant vous et auquel on va essayer de répondre, c'est vraiment pourquoi la VR ? C'est-à-dire que, voilà, là je vous ai mis un petit slide qui, je pense, ça résume bien notre sentiment au moment où on a commencé à se lancer dans la VR. Je le lis parce que je sais qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent en traduction. Donc je crois au moment, s'il n'y a pas le moment, à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là, au moment qu'on veut. Donc une magnifique phrase de Jean-Claude Van Damme, mais que j'aime beaucoup parce que finalement, il nous dit quoi là ? Il nous dit que parfois on se lance dans des projets, un petit peu parce que c'est le moment. Effectivement, il y a ce fameux time to market. Donc, OK, il faut y aller. OK, les États-Unis ont lancé un truc très puissant. Nous, en Europe, il faut qu'on suive. Mais il n'y a pas que le moment. C'est pas qu'une question de timing. C'est aussi une question de motivation. C'est aussi une question d'inspiration. Et nous, on ne voulait pas y aller sans d'abord être sûr de notre inspiration. Donc notre inspiration, quelle est-elle ? C'est d'abord de trouver dans la réalité virtuelle une plus-value qui se rapproche de... oui, je vois dans la salle des gens qui se reconnaissent dans cette photo. Donc trouver dans la réalité virtuelle une plus-value pour nos marques. Et cette plus-value, elle passe par l'information. Donc Noni de la Peña qui nous décrivait ce matin l'engagement très puissant qu'on peut avoir quand on transmet une information grâce au médium de la réalité virtuelle. Il y a du fun, évidemment. Donc il y a un aspect très, très ludique dans les parcours que peuvent être proposés en réalité virtuelle. Mais il y a aussi de l'action. Dans le côté interactivité. Pour nous, c'est très important d'apporter cette touche-là et pas que de rester dans la contemplation et dans le 360. Alors, pour faire suite à tout ça, j'avais envie de vous présenter cette pyramide qui est pour moi très importante, qui est une pyramide d'assimilation du savoir. C'est-à-dire qu'avec la réalité virtuelle, on rentre dans une activité qui est mémorielle. Et pour nous, ce qui était intéressant, c'est ce côté experiencing, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'à partir du moment où l'expérience rentre en jeu, où on reçoit une information et que nous, on est proactif au moment où on la reçoit, notre capacité d'assimilation se situe entre 75 et 100%. C'est-à-dire que au contraire, si on est juste devant quelqu'un qui nous fait la leçon, comme ça se passe à l'école finalement, on est entre 0 et 25%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'avec la réalité virtuelle, on peut arriver à transmettre des informations de façon plus profonde et presque créer des souvenirs. Et c'est là-dedans que nous, on a trouvé notre inspiration. C'est là qu'on s'est dit, voilà ce qu'on veut faire. Nous, on veut créer des souvenirs. Et on en est arrivé à cette conclusion qui est de se dire que finalement, la réalité virtuelle, c'est une activité avec mémoire. Et là-dessus, on s'inscrit en négatif par rapport à cette phrase de Patrick Lelay, le patron de TF1, qui disait la télévision, c'est une activité sans mémoire.
Eh ben, je pense qu'on a peut-être trouvé avec la réalité virtuelle le contrepoint à tout ça et la possibilité, à travers la VR, de laisser une empreinte positive chez l'utilisateur, une empreinte expérientielle. Toute la question maintenant, c'est de savoir, OK, on veut créer des souvenirs, mais comment on va faire ça ? Je vous propose de faire d'abord un état des lieux de la réalité virtuelle depuis qu'elle a commencé à être connue, donc depuis 2015. J'ai sorti ces phrases d'une présentation du W3C, pardon, et qui sont très intéressantes parce que finalement, ce sont des articles qui ont un petit peu le même discours, qui est de dire le contenu, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire qu'on a sorti les casques qui sont de plus en plus performants, on avance technologiquement, mais est-ce qu'on a réussi à trouver le contenu qui va faire que tout le monde va acheter un casque, va le poser sur ses yeux et va devenir un consommateur de réalité virtuelle ? Visiblement, la question se pose toujours, en tout cas du côté de Forbes, elle se pose clairement, parce que les ventes de casques sont certes encourageantes, mais elles ne nous permettent pas encore aujourd'hui, par exemple pour un groupe comme le nôtre, de nous dire « Ok, c'est bon, le grand public est embarqué, on peut y aller, les casques se vendent comme des petits pains, la réalité virtuelle fait partie des habitudes de nos consommateurs. » Ce n'est pas le cas. Alors, la question qui se pose, la voici, c'est la même qui a été posée par le W3C, c'est comment on va faire pour créer un contenu qui va attirer un large public. Pour ça, je vous propose de regarder cette vidéo qui a été présentée au Google I.O. et qui était présentée pour booster le WebVR. Donc le WebVR qui est quelque chose qui démarre sur le web, qu'on a au touch tout de suite en tablette, qu'on retrouve sur notre téléphone et qu'ensuite on peut effectivement switcher dans le cardboard et qui est également compatible avec nos casques de réalité virtuelle plus complexes. Donc ce qui est intéressant dans cette présentation, c'est de se dire que finalement, la porte d'entrée pour la réalité virtuelle pour le grand public, ça va peut-être être le web. Et finalement, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour du WebVR et des expériences qui peuvent démarrer sur le web pour ensuite arriver jusqu'au casque, comme un produit d'appel finalement, c'est peut-être la solution pour nous, en tout cas chez Prisma Media, on y croit beaucoup, de créer un tunnel d'adoption destiné au grand public. Voilà, je vous trouve très courageux et je vous remercie. On va continuer. Je vais vous montrer peut-être des exemples de contenu, parce qu'effectivement, une fois qu'on s'est dit, OK, on a envie de créer des souvenirs, on va le faire grâce au WebVR pour essayer d'aller toucher un public de plus en plus large, maintenant, qu'est-ce qu'on leur propose ? Nous, on a eu une stratégie qui est celle-ci, qui a été de se dire, il faut commencer dès l'interne, c'est-à-dire il faut commencer à évangéliser nos équipes et le faire en open innovation, en s'unissant à ceux qui ont déjà démarré à faire des concepts en réalité virtuelle, qui ont déjà commencé à produire. Et donc, ça nous a semblé très important de commencer par cette base d'évangélisation. Ensuite, la phase d'après, ça va être de produire du contenu récurrent et évidemment du brand content, parce qu'on n'a pas vocation, nous, chez Prisma Media, à faire de la R&D, et qu'il faut arriver aussi à monétiser tout ce contenu-là. Donc notre première étape a été de réaliser un hackathon de réalité virtuelle. Ce hackathon, on l'a fait avec Wanda VR, qui nous a aidé à réaliser en fait des reportages 360 interactifs. C'était une phase très très importante de montée en compétences, et aussi qui nous a permis de trouver plein d'issues finalement pour aller traiter des sujets journalistiques en réalité virtuelle, mais aussi avec cette couche d'interactivité qui, selon nous, est vraiment très importante. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui résume 2 jours très très intenses. C'est un peu intrusif, hein.
Mesdames et messieurs les jurés. Ah putain, c'est tellement tentant. On a remis le prix donc à Oasis. On est bien fatigué. Ah oui, ça, on était bien fatigués. Donc 48 heures, on n'a pas dormi. On a produit 5 films conçus, réalisés, tournés, montés. 5 films reportages plutôt de en réalité virtuelle et interactif. C'était très intense et c'est d'ailleurs des productions que vous pouvez retrouver sur l'application Wanda VR Lab. Qui nous ont énormément inspirés et qui ont inspiré nos équipes, à tel point qu'on a lancé dans la foulée un atelier de conception avec nos filiales cette fois-ci, construit cette fois en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis que des personnes avec un profil édito autour de la table, mais on a aussi fait venir des développeurs, on a aussi fait venir des gens du marketing, on a aussi fait venir des chefs de projets digitaux. Et tous ces gens-là ont travaillé ensemble pour essayer de produire un concept en une journée, donc en une après-midi. Et ce concept, j'avais envie de vous le présenter, c'est le Curiosity House, qui est en fait une maison qui va mettre un petit peu à mal votre capacité à être curieux et à aller fouiller dans cette maison. Donc vous allez être accueillis par des colocataires. Le but, c'est que vous n'ayez pas l'impression de hanter la maison. Donc on va s'adresser à vous et on va vous inviter à aller découvrir des savoirs. Par exemple, là je vous ai mis l'exemple du salon. Vous allez avoir des savoirs qui vont être anecdotiques, des savoirs scientifiques, des savoirs plus encyclopédiques ou des savoirs inclassables. Ces savoirs-là, nous on les avait déjà. Ce sont des vidéos qu'on avait déjà tournées. Et le but, c'était d'intégrer ces vidéos dans un espace en réalité virtuelle. C'est pour ça qu'on a construit cette maison. Donc l'intérêt de ce projet, c'était de tirer profit d'un contenu multiple, mais également d'un parcours utilisateur. C'est-à-dire qu'on s'est lancé un petit défi qui était d'essayer d'anticiper pour créer un parcours type. Donc on s'est appuyé sur le potentiel du montage probabiliste, on en parlait encore ce matin, et on a essayé effectivement d'aller chercher le parcours type de l'utilisateur qui va les fouiller dans cette maison et consulter un certain nombre de savoirs. Donc ce parcours type, nous allons le confronter... c'est là qu'on espère que ça devient intéressant. Nous allons le confronter au parcours de chaque utilisateur, au vrai parcours des utilisateurs dans cette expérience. Donc là, vous voyez, vous avez le salon qui est rempli de points d'intérêt. Et dans la petite fenêtre, là, ce sont en fait les savoirs qui s'affichent une fois que vous les avez sélectionnés au regard. Le but, c'est vraiment de tester la curiosité de l'utilisateur et d'observer ces différents parcours. Parce qu'effectivement, il y a des savoirs qui sont cachés, il y a des savoirs qu'il va falloir aller chercher, qui ne sont pas forcément mis en avant, moins mis en avant que d'autres. Donc, on teste vraiment la capacité des gens à aller trouver ces savoirs-là. Et donc, vous voyez qu'il y a aussi 2 pictos sur cette image. Donc, il y en a un qui vous permet de vous situer dans la maison. Et puis, il y en a un deuxième à droite qui est un cerveau qui sert en fait de jauge. Alors, vous allez me dire, de jauge, pourquoi faire? En fait, c'est pour tester justement votre apprentissage. Donc, en fait, vous allez avoir à tout moment accès à une salle de contrôle dans laquelle vous allez retrouver votre parcours. Mais le vôtre, pas celui de quelqu'un d'autre, vraiment le vôtre. Donc, en gros, on va y retrouver les pièces dans lesquelles on a passé le plus de temps, les savoirs qu'on a le plus consultés. On a peut-être une préférence pour les savoirs encyclopédiques et moins pour les savoirs inutiles, ou inversement pour quelqu'un d'autre. Mais vous allez aussi pouvoir tester votre capacité à assimiler ces savoirs avec des petits tests qui vont vous donner la possibilité d'avoir des badges qui vont confirmer votre capacité d'assimilation. On a appelé ça un brain play. On s'est dit, finalement, puisqu'il faut trouver toujours un gameplay dans une expérience, autant l'axer sur l'apprentissage. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa, puisqu'il allait y avoir une véritable plus-value pour l'utilisateur, qui est de s'amuser, d'apprendre, de se confronter, puisqu'on imagine aussi pousser ça en expérience sociale, et de s'évaluer. Et pour nous, de notre côté, évidemment, aller exploiter un contenu récurrent, puisque comme je vous disais, tous les savoirs, ce sont près de 300 vidéos
que nous possédons déjà. Prolonger le temps passé dans l'expérience, créer de la data VR, mais attention, de la data qui ne sert pas seulement à nous renseigner sur les parcours utilisateurs, mais qui sert aussi à l'utilisateur pour lui se renseigner sur quel profil de cerveau il a. Et monétiser l'espace en fonction de la fréquentation de ces lieux, parce qu'évidemment, il y a un objectif aussi business en créant cette expérience-là. Notre levier dans tout ça, c'est le concept de la curiosité. Évidemment, on s'est dit que le premier degré de l'orgueil, c'était la curiosité, et que donc on a tous un petit peu envie qu'on nous dise qu'on est intelligent, et on a tous un petit peu envie de savoir quel est notre profil cérébral. Donc voilà, on espère que cette expérience va plaire à notre public. En tout cas, c'est une expérience en réalité virtuelle qui ne sera pas linéaire, et c'est vraiment ce que nous voulions. Je passe un petit peu du coq à l'âne parce que ça c'était un focus vraiment sur la Curiosity House pour vous présenter d'autres projets que nous avons en cours. Par exemple le projet de Gala. Donc il faut savoir que Gala organise régulièrement des lives dans un appartement qui est dans nos locaux et qui reçoit des showcases d'artistes français et internationaux. Et ces lives-là, donc notre volonté, c'est vraiment de les passer en 360 pour proposer une nouvelle expérience aussi au public de Gala. Dans un autre registre, on a des images assez époustouflantes en 360 qu'on va pouvoir proposer sous la marque VSD. Donc c'est l'aventure de The Explorers. C'est Olivier Chabaudot qui a décidé de faire un inventaire de la planète en 4K. C'est une aventure qui va durer 12 ans. Donc tout ce matériel-là, nous allons le récupérer en 360 pour proposer des images qui vont être assez époustouflantes. Donc ça, on l'attend vraiment avec hâte parce qu'on croit vraiment à la qualité de ce projet-là. Il y a aussi des projets purement brand content. Parce que oui, les opérations spéciales, c'est aussi important pour nous. Et là-dessus, on travaille sur des expériences plus collectives, donc un petit peu comme The Enemy. Donc c'est des choses qui vont prendre un peu plus de temps, mais voilà, qui vont être du coup des concepts beaucoup plus quali et qui vont être destinés à des opérations des opérations vraiment ponctuelles. Et puis, j'avais envie de terminer en vous parlant de Néon. Et de la réalité augmentée, parce que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. On a un double magazine, un double numéro qui sort à la fin de l'année et qui va être entièrement réalisé en réalité augmentée. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Néon, c'est notre marque qui s'adresse aux millennials et qui est pleine déjà de leviers pour pousser de la réalité augmentée, donc les savoirs inutiles, les interviews texto, il y a plein de choses dans ce magazine qui vont fonctionner très très bien en réalité augmentée et on a hâte de voir l'arrivée de ce numéro. Donc voilà, pour résumer, des belles images, de l'information, des parcours ludiques et de l'interactivité pour créer, comme je vous disais, des souvenirs à notre audience. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on fera tout pour que la promesse soit tenue, et ce, dès la rentrée avec des contenus auxquels on croit énormément. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui. Oui, bonjour Philippe Bornstein. Bonjour. Vous avez indiqué tout à l'heure le brain content, des Oui. opérations spéciales. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir au modèle publicitaire également, sur des films, par exemple sur des pré-rolls, des choses comme ça? Sur des pré-rolls ? Oui, il y a un avenir, d'autant plus que on regarde quand même ce qui se passe aux États-Unis. Donc il y a des entreprises comme Omnivirt qui aujourd'hui on travaille déjà avec le New York Times, qui propose des pré-rolls en 360. Donc effectivement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, que nous on va mettre en place également, parce qu'effectivement le modèle publicitaire programmatique se doit de faire partie de notre démarche. Alors, nous, on a quand même une démarche qui est parallèle. Hein. On a une démarche qui est très édito et une démarche qui va être beaucoup plus publicitaire. Mais clairement, cette question de la monétisation fait partie de notre stratégie. Et on regarde de très près Omnivirt, qui travaille d'ailleurs déjà avec M6
qui fait partie de notre groupe. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, d'accord. Une autre question? Oui, par là-bas. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais savoir en termes de la rédaction, vos journalistes, comment est-ce que vous comptez les former? Parce que dans mon expérience à Euronews, on a formé à peu près 40 journalistes, mais ça a pris beaucoup de temps. Et je voulais savoir si vous aviez des idées, parce que vous parlez de WebVR, mais c'est un peu plus complexe que juste tourner en 360. Comment est-ce que vous voulez les former? Combien de personnes ça va impliquer, etc. Alors, c'est quelque chose qui va être long, c'est clair. Former les journalistes, nous, aujourd'hui, on a effectivement mis en place des ateliers par pôle. Donc, les journalistes bénéficient de formations sur l'écriture, la conception, la réalisation. Mais alors, par rapport au discours du WebVR, ça, c'est quelque chose que nous, on va faire avec des entreprises externes, parce que clairement, on n'a pas les ressources aujourd'hui en interne pour lancer ce type de projet. Et ça, c'est pareil, ça va être une stratégie qui va être parallèle, c'est-à-dire qu'il va y avoir la montée en compétences en interne de nos équipes et en même temps la réalisation de projets avec des entreprises externes. Ce qui est sûr, c'est que nous avons des envies, nous avons des idées. Et voilà, on est obligé aujourd'hui de s'appuyer sur le savoir-faire des autres pour les réaliser. Mais le but, c'est aussi de l'internaliser. C'est pour ça qu'on a fait un hackathon, c'est pour ça qu'on fait voilà, nos ateliers, on les fait avec des entreprises externes dans le but d'absorber un maximum et aussi de s'entraîner. Parce que voilà, je pense que ça passe beaucoup par là aussi. Bonjour. Bonjour. Arte, TF1 se lance dans la VR, vous parlez de M6. Quels sont l'avenir pour M6 dans la réalité virtuelle, sur le contenu et puis sur le reste? Alors moi je peux pas trop parler pour M6 parce que on est cousins, mais voilà, on partage pas trop nos stratégies. Donc je peux pas parler pour eux. Est-ce que la question était particulièrement sur M6 ou sur l'écosystème des médias, sur la VR? Là-dessus, je peux vous répondre. C'est vrai que voilà, il y a des ambitions qui sont claires, hein. TF1 s'est lancé avec beaucoup de projets côté entertainment. Arte, ils ont de l'avance quand même déjà, mais ce que je peux dire, sans parler pour Arte non plus, c'est qu'on sait qu'ils sont eux aussi intéressés par le WebVR. Je pense qu'on peut dire que c'est quelque chose qui va quand même concentrer notre attention dans les mois qui viennent, parce que c'est vraiment une fenêtre pour le grand public qui est très très intéressante. Maintenant, on a tous des lignes éditoriales qui sont différentes et on a tous des priorités qui sont différentes. Enfin, nous, notre priorité, c'est vraiment le contenu, le storytelling. C'est ce qui fait aussi la valeur ajoutée de nos titres. Donc, voilà, on n'a pas d'ambition techno, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, notre plus-value, c'est d'écrire. Maintenant, on va s'appuyer sur les technos, sur les capacités d'entreprises externes côté technologie, mais on a cette capacité de veille qui nous fait croire au WebVR, clairement. Maintenant, est-ce qu'on va rentrer en compétition? Je ne sais pas, peut-être. Mais c'est très bien, c'est sain pour la VR. Si tout le monde s'y intéresse, ça veut dire que des projets vont être poussés, ça veut dire que des choses vont sortir, que du contenu va sortir, parce qu'on est en manque de contenu. Et peut-être qu'il y aura ce contenu qu'on attend tous, qui va faire que les gens vont tous acheter des casques. Donc nous, on est contents. Hein. Une dernière question. Oui, bonjour. Justement, par rapport au contenu, par rapport au contenu, je voulais savoir si, vous partez d'où? Forcément de la presse papier ou du verre? Enfin, comment ça marche en fait? Comment est-ce que vous envisagez les deux? Parce que justement, comme vous dites que c'est le contenu qui va amener justement le public à s'équiper, etc. Moi aussi, je pense que les casques, ils vont petit à petit aussi un peu plus se démocratiser tout en s'améliorant. Mais justement, c'est quoi votre politique de contenu? Voilà. Notre politique de contenu, il faut que les contenus qu'on produit nous ou qu'on achète, qu'on peut coproduire par exemple, ils soient en accord avec notre ligne éditoriale. Donc on a une trentaine de titres au magazine, donc une trentaine de lignes éditoriales. Donc effectivement, ça nous donne déjà la possibilité d'avoir accès à plein de contenus.
Pour répondre à votre question, par exemple, chez Prisma Media, on ne va pas faire de l'expérimental artistique. C'est des choses sur lesquelles on ne va pas se positionner. Voilà. Ça, c'est évident. Ouais. Oui. Donc, ça revient un petit peu à ce que je présentais au début, c'est que ça va être de l'information, ça va être de l'entertainment, et tout ça traité de façon plus ou moins sérieuse suivant nos titres. Mais le but, je pense que c'est notre but à tous, c'est de trouver le meilleur moyen de raconter. Et pour ça, faut trouver le concept qui va bien. Peut-être que la Curiosity House en est un, mais il faut créer des concepts justement pour faire passer notre contenu. C'est des concepts qui doivent amener à une information, c'est ça en fait? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour vous, l'ambition, c'est quoi? C'est de faire lire l'information différemment? Oui, c'est ça. Voilà. Mais pour vendre plus de papier, ou c'est les deux? Ou est-ce que c'est le papier qui amène... Parce que je sais très bien que le papier maintenant amène de plus en plus, notamment à la réalité augmentée, par exemple. Donc, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va complètement petit à petit faire disparaître le papier? Ou est-ce que... Enfin, voilà. Vous allez dire qu'on ne peut pas savoir. La mort du papier, on l'annonce depuis longtemps. Nous sommes énormément développés sur le digital parce qu'on sait que le papier, il est de moins en moins attractif. Mais il est toujours là. Donc le papier, non, nous on y croit, il n'y a pas de problème. Après, nous sommes énormément développés sur le digital parce que c'est important. Nous allons énormément nous développer aussi sur la réalité virtuelle et augmentée. Mais je pense qu'il n'y a pas de véritable concurrence. Et puis il n'y a pas non plus, à part la réalité augmentée qui a un lien direct avec le papier, il n'y a pas vraiment de raisonnement de vase communicant. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pousser la réalité augmentée parce que le magazine va mal voilà. C'est plus, est-ce qu'on va prendre, comme le dit notre credo, est-ce qu'on va prendre un média d'avance? Est-ce qu'on va essayer de raconter les histoires qu'on raconte dans nos magazines, qu'on raconte sur le web, qu'on raconte sur nos apps? Est-ce qu'on va essayer de les raconter aussi en réalité virtuelle? En fait, c'est ça. C'est ça notre enjeu. C'est-à-dire qu'on a envie de décliner un contenu de façon différente. Et c'est vrai qu'on n'écrit pas de la même façon dans le print, comme on écrit sur le web, comme on va écrire en réalité virtuelle. Et l'enjeu, il est là. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence entre les formats. C'est très complémentaire. Oui, bien sûr. Moi non plus, je ne pense pas qu'il y ait de concurrence. Et par contre, le modèle économique, c'est monétisé comment? Parce que, voilà. Ça, c'est la question, je pense qu'on se pose tous. Comment on va monétiser? Il y a différentes façons de monétiser. Il y a effectivement le sponsoring. C'est ce qui marche le mieux sur des contenus récurrents. Donc, c'est ce qui est le plus facile aussi à aller chercher. Il y a, on le disait, le pré-roll qui va arriver avec des solutions comme Omnivirt. Il y a donc du brand content. Nous avons une régie qui est très puissante et qui produit déjà des contenus en 360 interactifs pour les marques. Donc il y a ça. Quoi d'autre? Il y a le freemium. Il y a le freemium, c'est vrai qu'on peut, si nos contenus sont tellement géniaux, peut-être qu'on peut imaginer de les vendre à l'acte. Donc voilà, les possibilités de monétisation existent. Maintenant, il faut arriver à capter le public. C'est pour ça qu'on croit au web vert, parce que oui, mettre un contenu sur une app qu'on va vendre 4,90, très bien, mais qu'est-ce qui va emmener l'utilisateur vers ce contenu-là? Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour nous. Comment on va aller séduire le grand public avec un contenu intéressant qui va peut-être l'emmener à acheter un complément. Moi, Une dernière. Une question double détente. À votre avis, le marché deviendra ou atteindra une masse critique pour la VR à quel horizon? Et deuxièmement, comment un groupe comme Prisma, assez large et international, compte mettre en place les moyens nécessaires pour lutter contre la prédomination probable des GAFA, comme on l'a vu aujourd'hui sur la vidéo online par exemple, ou les revenus publicitaires, qui sont de plus en plus mobiles et de moins en moins quelque part sur le desktop?
Alors, j'aimerais voir dans le futur, mais malheureusement... Vous avez bien des estimations de estimations, oui. C'est vrai qu'on la taille critique va être atteinte. On a des chiffres qui nous projettent vers 2020. On a une sorte de visibilité à 5 ans et encore. C'est très difficile, en fait, de se projeter. C'est très, très difficile. Maintenant, comment on va se battre je ne sais pas s'il faut dire se battre contre les GAFA. Comment on va se positionner. Moi, je crois que en ce moment, on est en train d'assister quand même à quelque chose d'intéressant avec les GAFA. C'est qu'ils ont créé des écosystèmes très fermés au départ. Donc, pour la réalité virtuelle, où le constructeur de casques était aussi producteur de contenu et était aussi le propriétaire du store dans lequel était le contenu. Donc, cet écosystème très fermé, finalement, il est en train de partir un petit peu en éclat grâce au WebVR. Mozilla a commencé, suivi par Google, suivi par Facebook. Ils se sont dit, ah bah non, finalement, ça ne marche pas. Donc, on va aller vers de l'open source et on va faire du WebVR. Pour nous, c'est quand même un bon signal. Ça veut dire que les GAFA, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est-à-dire mettre la main sur la VR et de verrouiller le marché, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à obtenir l'adoption qu'ils cherchaient. Donc voilà, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'effectivement, faut réfléchir au modèle de monétisation, faut réfléchir à comment on se structure en interne. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, bien sûr. Et sans compter qu'il y a aussi les consoles de jeux maintenant qui proposent le VR et du contenu VR. Bien sûr. Vous pouvez aussi voir l'info. Et on peut retrouver maintenant le VR et le 360 dans les télés grâce à des box. Donc ça aussi, c'est en train de se développer. Merci à tous. C'est enfin l'heure d'aller se désaltérer. Hein.